Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. L'année 2026 marque le lancement du 15e plan quinquennal de la Chine. Ce moment charnière focalise l'attention, en Chine comme à l'étranger, sur les orientations qui guideront son développement pour les 5 années à venir. Ce plan ne dessine pas seulement la trajectoire de la Chine vers 2035, il offre aussi au monde un nouvel éclairage sur son modèle de développement et les opportunités de coopération qu'il ouvre. Aujourd'hui, nous accueillons 3 invités issus de pays et de domaines différents pour échanger sur l'innovation, le développement économique et social, ainsi que sur les partenariats sino-africains et sino-français. Je vous présente tout de suite nos 3 invités. Sur le plateau, Madame Sarina, professeure à l'Université d'aéronautique et d'astronautique de Beijing. Bonjour. Bonjour. Et puis, par visioconférence, Monsieur Christophe Malikzak, ingénieur acousticien français, expert au sein laboratoire d'acoustique des véhicules ferroviaires de l'entreprise CRRC Changchun Railway Véhicules. Et puis, le docteur Joseph Olivier Mandou, chef de délégation de la jeunesse africaine en Chine. Bienvenue à tous les 3. Le 15e plan quinquennal marque une étape cruciale pour la Chine sur la voie des objectifs 2035. Pour nos 3 invités, quels seront les changements les plus déterminants auxquels la Chine sera confrontée au cours des 5 prochaines années? D'abord, Madame Sarina. D'abord, la Chine est en train de changer sa manière de se développer et c'est surtout clairement misé sur l'innovation. Donc l'intelligence artificielle, les énergies vertes, donc la biofabrication, d'où cela s'appuie sur une nouvelle force productive. Donc cela a radicalement changé la manière de se développer de la Chine. Et la deuxième priorité, c'est l'indépendance technologique, parce que face à ce monde qui change très rapidement, donc surtout cette compétition technologique est accrue. C'est pour ça que la Chine maintenant cherche à développer son autonomie en matière de par exemple, semi-conducteurs, les logiciels industriels ou bien les équipements pointe. Elle cherche vraiment à dépendre moins de l'extérieur pour développer sa propre technologie et sa propre recherche dans le domaine industriel. Et Monsieur Malikzak, quelles sont vos observations? Je pense que on rentre, que ce soit donc sur ma spécialité au niveau de l'acoustique, en particulier le ferroviaire et même le ferroviaire de manière générale, on rentre vraiment sur une nouvelle ère où la Chine est vraiment un leader sur notamment la grande vitesse, puisque les vitesses atteintes par les trains chinois actuellement sont les plus hautes au monde au niveau de tout ce qui est commercial. Et donc là, on rentre vraiment dans une phase où avant, la Chine marchait sur des chemins qui avaient déjà été balisés d'un point de vue technologique, je dirais. Et là, maintenant, on rentre sur vraiment des nouveaux aspects, puisqu'on est à la fois au niveau de la vitesse, sur des vitesses qui n'ont pas été rencontrées et pas été expérimentées par les autres pays, d'une part. Et d'autre part, il y a une forte exigence de réduction de l'empreinte carbone. Donc ça veut dire qu'il faut réduire la consommation d'énergie. Et pour le transport, un des éléments principaux pour réduire cette consommation d'énergie, c'est la diminution de la masse. Et en même temps que la diminution de la masse, donc dans les transports, que ce soit au niveau aéronautique, ferroviaire ou même de la voiture, l'amélioration, la diminution de la masse s'accompagne donc d'une diminution de l'énergie, mais aussi d'une difficulté à conserver les mêmes performances au niveau acoustique, sécurité, etc. Donc là, l'innovation, je pense, pour les prochaines années, c'est passer d'un rôle un petit peu de suiveur à un rôle de leader au niveau de l'innovation technique et technologique, et également être un leader sur tous ces aspects de développement de technologies vertes qui permettent à la fois d'économiser l'énergie et en même temps de conserver, voire d'améliorer le confort, que ce soit confort électrique, confort acoustique et autres, dans les transports de manière générale. Et Monsieur Mandou, quel est votre point de vue? Eh bien, pour ma part, les changements les plus marquants des 5 prochaines années, je vais rejoindre mes 2 collègues. Pour moi, ça tourne autour de 3 axes. Je vois 3 axes, en fait. D'abord, la transition écologique, parce que c'est ce que nous pouvons voir au quotidien en Chine. Je pense que la Chine
accélère sa course vers la neutralité carbone. Et cela signifie plus d'énergie verte. Cela signifie aussi des villes plus respirables et aussi une industrie qui se réinvente. Et par exemple, pour nous en Afrique, c'est une source d'inspiration et d'opportunités technologiques. Un autre axe, je vois l'innovation autonome parce que avec les tensions, je dirais, technologiques mondiales, la Chine mise davantage sur sa propre recherche et son propre développement. Et par exemple, nous verrons des puces électroniques à l'intelligence artificielle qui vont redéfinir la place de la Chine dans les chaînes de valeur mondiales. Et aussi un autre axe, et je crois que c'est même le plus intéressant pour nous, c'est la convergence entre le développement interne et la coopération internationale. Parce que la Chine cherche à stimuler la consommation locale tout en élargissant des initiatives comme l'initiative La scène sur la route et l'enjeu sera bien évidemment d'intégrer encore plus les jeunes et les entrepreneurs pour en faire des véritables ponts de croissance partagée. Donc, en somme, la Chine vit une métamorphose et moins de croissance à tout prix et plus de qualité. Donc, la Chine, je crois, sur les 5 ans à venir, mettra un peu plus d'accent sur la qualité, sur la durabilité et sur l'ouverture collaborative. Et c'est justement cette nuance qui ouvre des portes immenses pour un partenariat avec les pays étrangers, avec le Sud global. Et le secteur aérospatial chinois entre dans une phase de développement accéléré. Madame Sarina, pour vous, quel percée majeure peut-on anticiper dans les domaines aérospatial et aéronautique au cours des 5 prochaines années? Oui, en fait, nous avons tous constaté, en fait, les 5 ans passés, la Chine a réalisé vraiment beaucoup d'exploits dans le domaine spatial et aéronautique. Et avec ce 15e plan quinquennal, en fait, nous envisageons premièrement d'envoyer des Daikonautes sur la Lune. Maintenant, on est déjà vraiment en préparation et en fait, on a vu tous sur la télé, il y a des astronautes chinois qui sont allés faire des entraînements en fait pour préparer leur voyage sur la Lune dans des caves en fait. Donc, on est donc vers d'ici 2030. Donc, c'est sûr qu'on va envoyer des astronautes sur la Lune. Tout est bien préparé et tout se passe très bien jusqu'à maintenant. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est très important dans cette mission, c'est aussi de prévoir des modules d'atterrisseurs et puis des modules des orbiteurs aussi. Donc je pense qu'il y a toute une série de technologies qui sont en train de tester et valider. Et deuxièmement, c'est une mission vers Mars. Donc cette mission consiste à ramener des échantillons du sol martien sur la Terre. Donc si la Chine réussit cette mission, donc, elle deviendra le premier pays qui réussit à ramener ou bien les échantillons du sol martien en une seule mission. Donc, dans cette mission aussi, il y a beaucoup de défis à relever en matière de technologie parce que dans cette mission, il faut que le module puisse remonter tout seul. Ça veut dire qu'il doit réaliser un décollage depuis la surface du Mars. Donc, on est impatient de voir ça. Donc, ce projet-là, il prévoit de réaliser entre 2028 et 2030. Et dernièrement, je pense que c'est l'exploitation commune ou bien la coopération entre les différents pays pour cette exploration spatiale, parce que la Chine est en train de développer avec beaucoup de pays occidentaux ou bien des pays aussi qui est de l'initiative de la ceinture et la route et la ceinture. Donc on est en train de développer des programmes de recherche, des projets de recherche de différents niveaux
pour cette exploration spatiale. Donc je pense que dans les 5 années à venir, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et pensez-vous que les technologies aérospatiales seront davantage orientées vers le secteur des services publics dans les 5 ans à venir? Oui, surtout, je pense que l'objectif, c'est de pouvoir appliquer toutes ces technologies au sol pour le grand public. Donc, en fait, nous savons tous qu'avec les missions Apollo, donc, il y a beaucoup de technologies qui sont après réutilisées pour le service public. Par exemple, les pasquets à air, par exemple, le micro-ondes, tout ça vient de l'expérience du travail de l'espace. Donc, dans les 5 années à venir, je pense qu'il y a surtout des recherches ou bien des expériences qui sont actuellement réalisées à la station spatiale qui pourraient réutiliser au sol. Par exemple, pour le diagnostic, pour le soin de la santé, le suivi médical. On sait tous que pour les astronautes, on a un suivi médical à distance, en temps réel. Donc je pense que cela pourrait être utilisé au sol et surtout cela pourrait réduire le décalage de cette condition de suivi de santé en ville et à la campagne. Et docteur Mentou, vous disposez à la fois d'une expertise en politique publique et d'une grande expérience du terrain. Pour vous, quels seront les grands défis pour promouvoir un développement équilibré entre zones rurales et zones urbaines et la prospérité commune dans les 5 ans à venir? Eh bien, très belle question. Vous savez, sur le terrain, on voit bien que l'écart entre les villes et les campagnes, ce n'est pas seulement une question de revenus, mais en mon sens, c'est un écart d'opportunité ou alors d'accès aux services et de qualité de vie. Donc, pour les 5 prochaines années, en premier lieu, je vois un défi des infrastructures intelligentes parce qu'il ne s'agit pas seulement de relier les villages par des routes, mais il s'agit aussi de garantir un accès au débit fiable. Il s'agit aussi de garantir une logistique, je voudrais dire, une logistique froide pour les produits agricoles et des mini-réseaux d'énergie renouvelable. Sans cela, les campagnes restent économiquement isolées. Alors, en second point, je vois aussi la bataille des talents parce qu'aujourd'hui, les jeunes qualifiés quittent les zones rurales. Il faut inverser ce flux. Il faut attirer, par exemple, des médecins, des enseignants, des entrepreneurs numériques à travers des incitations fortes et surtout créer des écosystèmes locaux où ils peuvent innover. L'enjeu n'est pas de fixer les gens à la campagne ou alors de les condamner à la campagne, mais il s'agit de créer des perspectives désirables. Aussi, je vois un autre défi, l'équilibre écologique inclusif, parce que la transition verte ne doit pas peser uniquement sur les régions rurales. Par exemple, à travers les contraintes sur l'élevage ou l'usage des terres, sans compensation juste. Il faut que la protection de l'environnement devienne une source de revenus pour les communautés rurales grâce au crédit carbone et aussi à l'écotourisme ou alors à la valorisation des produits locaux. Donc, le vrai défi n'est pas de subventionner la campagne, mais d'en faire un pôle d'attraction économique vital. Et dans le secteur des transports, le train à grande vitesse est devenu une véritable carte de visite pour la Chine. Et le 15e plan quinquennal va imposer des exigences plus élevées sur le développement de haute qualité des infrastructures. Donc, Monsieur Malikzak, pour vous, quelle innovation technologique, notamment en matière de réduction des nuisances sonores, devront être priorisées pour répondre à ces nouveaux défis? Donc je pense que tous ceux qui regardent un petit peu WeChat et les vidéos qui sont partagées par les étrangers qui visitent la Chine se sont rendus compte que vraiment le train grande vitesse en Chine est unanimement applaudi par les Chinois évidemment, mais aussi par les étrangers qui sont vraiment surpris par la fiabilité, la vitesse, le fait que le réseau grande vitesse avec maintenant 40 000 km de lignes couvre quasiment l'intégralité du pays. On peut aller d'une ville à une ville en utilisant les trains à grande vitesse. Donc ça, c'est vraiment une étape marquante on va dire, des 25 à 30 dernières années dans la modernisation de la Chine.
Au niveau des innovations, je vois plusieurs directions. Donc sur la réduction des émissions sonores, puisque c'est ma spécialité, je pense que si on regarde les aspects grande vitesse, cette réduction, elle va forcément avec une optimisation des performances aérodynamiques des trains. Ça, c'est pour à la fois réduire le son et également réduire les consommations d'énergie. D'un autre aspect, comme je parlais tout à l'heure de réduction de la masse, quand on a des trains qui seront plus légers, c'est plus difficile d'atteindre les mêmes performances sonores pour l'acoustique externe ou acoustique interne. Et donc, il va falloir qu'on réussisse à développer une nouvelle génération de matériaux acoustiques qui sont plus légers, plus intelligents, plus ciblés, moins épais et qui permettent d'atteindre les mêmes performances. Le dernier point, c'est la conception intelligente au niveau des infrastructures. Parce que c'est vrai que les infrastructures actuelles permettent d'atteindre certains niveaux de bruit au niveau des émissions pour l'acoustique environnementale. Et il faut toujours réussir à baisser ça, surtout que les vitesses vont augmenter. Un autre élément également, c'est l'utilisation du big data pour tout ce qui est monitoring et maintenance prédictive. Actuellement, au niveau des trains, on a des maintenances qui sont ciblées au niveau temporel, c'est-à-dire tous les mois, on va faire la maintenance et la vérification de tel système, tous les 2 mois, ce sera tel système, tous les 6 mois, ce sera tel système. Alors qu'en réalité, ces systèmes, ça c'est basé sur l'expérience, mais ces périodicités, elles sont pas forcément basées sur les vrais besoins de maintenance. Alors que si on prend en compte toutes les datas qui vont sortir des trains, parce qu'un train, il y a énormément de capteurs au niveau température, au niveau mécanique, au niveau sonore, etc. Et donc en compilant et en réussissant à interpréter toutes ces données, on peut améliorer la maintenance prédictive en termes de périodicité et quels sont vraiment les éléments qui doivent être maintenus. Ensuite, il faut également, pour passer à des trains qui seront plus verts, améliorer l'efficacité énergétique. Donc l'efficacité énergétique, il y a un petit peu un conflit avec l'acoustique, puisqu'on va chercher à diminuer la masse, donc on va utiliser des matériaux plus légers, donc là il y a des innovations à faire. Parlons maintenant de la coopération internationale. Durant le 15e plan quinquennal, la Chine poursuivra la construction de haute qualité de la ceinture et la route. Docteur Mendou, pour vous, comment la coopération sino-africaine peut-elle passer d'une logique de quantité à une logique de qualité afin d'incarner pleinement les principes de concertation, co-construction et partage dans les 5 prochaines années? Eh bien, pour ma part, durant le 15e plan quinquennal, la Chine essaiera de renforcer, comme vous l'avez mentionné, la construction de haute qualité de l'initiative La Ceinture de la Route, mais en mettant particulièrement l'accent sur une coopération sino-africaine plus ciblée et plus efficace. Alors, pour passer d'une logique de quantité à qualité, je pense qu'il faudrait premièrement privilégier les projets d'infrastructures vertes et durables en intégrant les énergies renouvelables et aussi les normes environnementales afin de promouvoir un développement respectueux de l'écologie. Voilà, parce que vous savez qu'en termes d'énergie, renouvelable, les pays africains ont un grand potentiel. Il s'agit aussi de renforcer la formation des talents et les transferts de technologies. Parce qu'il faudrait aider les pays africains à développer leurs capacités industrielles endogènes et aussi à optimiser la chaîne de valeur. Parce que nous savons tous que l'Afrique est très jeune. Selon les dernières données, on parle de un peu plus de 60% qui sont à 25 ans d'âge. Donc, il y a aussi un grand potentiel de ce côté-là. Mais il faut aussi promouvoir la numérisation et l'innovation. Parce que en développant des partenariats dans les domaines du commerce électronique, voilà, les domaines en essor, et aussi de la santé numérique et de l'agriculture intelligente. Enfin, je voudrais aussi mentionner, pour passer de quantité à qualité, il faudrait aussi encourager la participation des entreprises et des communautés locales afin d'assurer une répartition plus équitable des bénéfices. Et ce sont ces mesures qui permettront de concrétiser les principes de concertation, comme vous l'avez mentionné, co-construction et partage, en faisant de la coopération sino-africaine un modèle de développement commun, mais aussi axé sur la qualité et l'impact sur le long terme.
Et du côté de la coopération sino-française, elle est déjà bien établie dans des domaines comme la fabrication de pointe ou l'économie verte. Monsieur Malikzak, pour vous, quelle nouvelle synergie pourrait émerger durant le 15e plan quinquennal dans l'innovation technologique des transports, par exemple, en matière de réduction des nuisances sonores ferroviaires ou le développement des transports à énergie nouvelle? Je pense que un des piliers, donc comme vous l'avez dit, hein, la collaboration entre la Chine et la France au niveau technique et scientifique, c'est quelque chose qui est déjà bien établi, hein, à travers des partenariats, à travers les échanges au niveau des universités. Moi, ce que je vois au niveau, je dirais, ce qui peut se passer ce qui pourrait se passer dans les 5 prochaines années, c'est vraiment exploiter la complémentarité entre donc l'expertise qu'il y a en France au niveau des instituts de recherche et des universités sur notamment donc l'expertise au niveau aéroacoustique, au niveau développement des matériaux composites, au niveau de tout ce qui est mesure et expertise vibroacoustique, et d'un autre côté au niveau de la Chine, comme la Chine est vraiment un pays qui applique et qui utilise et qui a vraiment un réseau qui est très étendu et qui couvre au niveau climatique, par exemple, les zones très froides du nord de la Chine et les zones très chaudes de ce qu'on peut avoir dans le sud de la Chine, exploiter justement toutes ces bases de données, ce retour d'expérience en direct sur des vraies infrastructures pour justement arriver à la mise en application de solutions qui pour l'instant restent un petit peu un cas théorique, les appliquer dans un cadre vraiment pratique qui correspond à la réalité du terrain. Et l'aéronautique et l'aérospatiale sont également des domaines clés de la coopération internationale. Pendant le 15e plan quinquennal, l'industrie aérospatiale commerciale chinoise va sans doute connaître une croissance rapide. Madame Sarina, pour vous, quel nouveau mode de coopération pourrait émerger dans des domaines tels que l'Internet par satellite ou l'exploitation des ressources spatiales? Donc, vous avez tout à fait raison. En fait, le secteur spatial, je pense, il connaît vraiment un renouveau de la coopération internationale. Et ce que vous avez mentionné, l'Internet par satellite, c'est un très bon exemple. Et je pense que la Chine pourrait envisager la coopération dans ce domaine, de co-construire aussi des constellations par satellite partagées et des écosystèmes pour rendre ce domaine plus vivant, plus dynamique, en coopérant par exemple avec les pays partenaires de l'initiative de la route et de la soie. On pourrait partager les données, partager la fréquence ou bien coordonner la fréquence. Donc avec tous ces partages, on essaie de coordonner et puis ce service pourrait couvrir une zone plus large alors que tout le monde, tous les participants pourraient bénéficier et on pourrait avoir un réseau mondial plus résilient, plus accessible. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, pour le deuxième aspect, je pense qu'il y a aussi une coopération en matière de l'exploitation des ressources spatiales. Donc, pour cela, tout à l'heure, nous avons dit, il y a on a déjà commencé beaucoup de coopération avec beaucoup de pays. Mais je pense que dans les 5 années à venir, il y a encore des travaux à faire. Ça pourrait diviser en 2 étapes. Donc, la première étape consiste toujours à faire des recherches, mener des recherches ensemble pour cette exploitation de l'espace. On a prévu d'accueillir des astronautes sur la station spatiale chinoise. On a coopéré avec beaucoup de chercheurs de différents pays pour les projets concernent l'exploration martienne, l'exploration lunaire, et pour développer des modules ensemble, pour développer des dispositifs qui pourraient être à port dans des modules de l'alunissage, etc. Donc, je pense ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ce sera vraiment concrétiser ces recherches pour les réutiliser dans les commerces. Donc, ça veut dire commercialisation, ou bien c'est aussi
les entreprises chinoises et les entreprises étrangères pourraient travailler ensemble pour voir quelles sont la faisabilité des ressources spatiales pour une future commercialisation. Et puis dernièrement, je pense qu'il y a aussi d'autres coopérations en matière de la formation des ingénieurs dans ce domaine, parce que si on voudrait faire cette mission, on dit plutôt ambitieuse, pour un espace lointain, il faut vraiment des talents. Donc on travaille ensemble pour former des talents, pour élaborer des programmes d'échange, vraiment pour mieux préparer, mieux relever ces défis dans les 5 années à venir. Pour terminer, projetons-nous ensemble en 2030. Selon vous, quelle technologie perçue aujourd'hui encore comme futuriste pourrait s'imposer dans le quotidien des citoyens d'ici à la fin du 15e plan quinquennal? Madame Sarina. Je pense que c'est notre manière de se déplacer va radicalement changer. Je pense que les voitures autonomes vont être très courantes dans la vie quotidienne. Donc on peut même voir des appareils volants intelligents. Je pense qu'à basse altitude, je pense que tout ça ce sera plus dans la science-fiction. Donc on va les voir vraiment dans notre vie quotidienne. Et Dr Mendous, quelles sont vos attentes? Eh bien, en complément, je dirais, je me prononcerai sur le domaine de la médecine. Parce que j'entrevois la médecine numérique préventive. Et là, je parle des portables et capteurs corporels mesurant en continu des biomarqueurs couplés à des diagnostics faits à l'intelligence artificielle pour détecter des maladies avant l'apparition des symptômes. Mais aussi, je vois aussi une énergie verte décentralisée. Parce que, par exemple, les toits solaires, éoliennes urbaines et de stockage par batterie domestiques généralisés associés à des réseaux électriques intelligents et qui permettront aux foyers de vendre leur surplus d'énergie. Mais aussi, en dernier point, je vois aussi une réalité mixte quotidienne. Je vois des lunettes légères que nous voyons déjà sur le marché, des lunettes légères de réalité augmentée pour le travail, mais aussi pour les loisirs et l'apprentissage, superposant des informations contextuelles au monde physique. Et Monsieur Malikzak, comment imaginez-vous notre proche avenir? Pour moi, je pense qu'il y a deux aspects vraiment, je vois, qui sont importants. C'est une utilisation de l'intelligence artificielle qui soit généralisée et accessible à tout le monde, ne soit pas l'apanage de certains des plus riches ou qui soit un peu, je dirais, confisqué par des grandes sociétés. Donc ça, vraiment une ouverture, une généralisation et une accessibilité de l'intelligence artificielle à tous dans tous les domaines. Donc ça, je pense qu'on a bien vu l'exemple de DeepSeek il y a 1 an ou 2, qui, avec des budgets qui sont sans commune mesure avec ce qui avait été développé ailleurs, atteint des objectifs qui sont très impressionnants. Et la deuxième chose, c'est pour accompagner le développement des énergies renouvelables, l'un des gros problèmes, c'est le problème du stockage. C'est-à-dire qu'on peut stocker facilement une batterie pour une voiture, l'énergie pour une voiture, mais si on parle d'un village ou si on parle d'une région, c'est pour l'instant, on n'est pas encore au stade où on peut avoir des batteries qui permettent de stocker, par exemple, l'énergie qui serait accumulée pendant l'été pour pouvoir être réutilisée pendant l'hiver, si on pense à des pays avec 2 saisons bien marquées. Et donc là, il y a vraiment, je pense, j'espère, dans les 5 à 10 ans à venir, une maturité de nouvelles générations de batteries qui permettent d'avoir justement des systèmes énergétiques décentralisés au niveau vraiment, par exemple, d'une maison, mais également au niveau d'une région, d'un village, d'une zone, et qui permettent justement d'éviter d'avoir toutes ces productions d'électricité qui soient centrées et d'avoir des réseaux de distribution qui soient compliqués, où il y a une maintenance qui est compliquée, qui sont soumis aux intempéries, etc. Donc c'est vraiment l'accompagnement de ce développement des énergies renouvelables par la capacité de stockage local avec les batteries de nouvelle génération. Le 15e plan quinquennal n'est pas seulement une feuille de route pour la Chine, il dessine aussi pour le monde entier de nouvelles perspectives de coopération et d'innovation. Alors, un grand merci à nos 3 invités pour leurs éclairages et leurs regards complémentaires. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.